Bienvenue dans le 20h. Merci à tous de nous suivre sur RTI 1. La paix en Côte d'Ivoire, c'est le sujet qui a occupé la première ligne lors des échanges du chef de l'État avec les évêques de Côte d'Ivoire qu'il a reçus hier au palais présidentiel avec à leur tête le cardinal Jean-Pierre Coutois. Des échanges qui revêtent un intérêt particulier pour le chef de l'État. Mobiliser les investissements en vue d'améliorer le potentiel touristique du continent quand l'Afrique ne capte que 5% des revenus à l'échelle mondiale. C'est l'objectif du premier forum mondial sur l'investissement touristique en Afrique. Il s'est ouvert ce jeudi à Abidjan. Les avancées économiques de la Côte d'Ivoire, le point de la situation politique dans le pays, les acquis du programme social du gouvernement après un an de mise en œuvre. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est exprimé sur ces questions face à la presse ce jeudi. 64 médias ont répondu présents. Et puis au Togo, c'est la fin de la campagne électorale pour le scrutin présidentiel ce soir. Plus de 3 600 000 Togolais sont appelés aux urnes le 22 février prochain. Bonsoir à tous. La cour royale du Djoua-Blanc s'est déportée cet après-midi au palais présidentiel. La délégation royale a été reçue par le président Alassane Ouattara. Quels sont les sujets abordés et qu'est-il ressorti de la rencontre? C'est ce que nous propose de savoir Viviane Aïma. C'est une délégation de la cour royale du Djoua-Blanc, forte d'une dizaine de membres, avec à sa tête la reine-mère Nana Kwaku Koko, qui a été reçue en fin d'après-midi ce jeudi 20 février au palais présidentiel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État avait à ses côtés, outre le vice-président Daniel Kablan-Duncan, les ministres Pascal Kwaku Abinan et Siandou Fofana, tous deux fils de l'indénié Djoua-Blanc. Au sortir de sa rencontre avec le chef de l'État, la délégation de la cour royale du Djoua-Blanc a expliqué à la presse le sens de sa démarche. Nous sommes venus voir le président pour lui dire d'abord un grand merci pour tout ce qu'il a fait pour le peuple djoua-blanc et à travers la reine-mère et les chefs de village. C'est pour cela que nous sommes venus ce soir pour lui dire grand merci parce qu'il a beaucoup fait pour le peuple djoua-blanc. Et Abé, et Abé. Voilà, l'infrastructure, il nous a donné des ministres, donc vraiment, nous sommes venus vraiment pour le remercier, parce qu'il faut être reconnaissant. Si quelqu'un fait quelque chose pour toi, il faut être à mesure de pouvoir le remercier. C'est pour ça que nous sommes venus ce soir. On note que le royaume du Djoua-Blanc a son siège à Nibilekro, qui est un département de la région de l'indénié Djoua-Blanc. Avant cette délégation de tête couronnée de l'indénié, le chef de l'État a échangé hier avec les évêques de Côte d'Ivoire. Il a surtout été question de paix. Les dignitaires de l'Église catholique ont réaffirmé leur détermination pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Chirom Kofi Aboula. Des évêques, ils le sont tous et appartenant à la conférence dite conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Ce mercredi, ils se sont rendus au palais présidentiel à la rencontre du président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit pour eux de s'offrir un temps d'échange avec le chef de l'État sur un certain nombre de sujets relatifs à la marche de la nation, notamment la question de la réconciliation pour laquelle le président de la République et le gouvernement travaillent sans cesse. Les évêques se sont retrouvés avec le président de la République en ce 19 février 2020 pour échanger avec lui, d'abord pour le saluer et échanger avec lui sur la marche du pays, particulièrement autour des questions concernant la réconciliation de tous les Ivoiriens. C'est essentiellement ce qui a fait l'objet de la rencontre avec le président de la République, parce que les évêques sont très sensibles à la réconciliation, étant eux-mêmes des ministres ordonnés pour la réconciliation. Pour les évêques catholiques de Côte d'Ivoire, ce genre de rencontre avec le chef de l'État constitue une contribution de leur part, comme le veut le président Alassane Ouattara, à la promotion de la cohésion sociale et surtout de la paix préalable à tout développement.
Nous restons sur place au palais présidentiel. L'ambassadeur d'Angola en fin de mission en Côte d'Ivoire, Mario Félix, a fait ses adieux hier au président Alassane Ouattara. Le diplomate angolais s'est félicité de son bilan dans le cadre du renforcement des relations entre l'Angola et la Côte d'Ivoire. Chiram Kofi Abola. Mario Félix est l'ambassadeur de l'Angola en mission en Côte d'Ivoire. Une mission qui vient à son terme. Le diplomate angolais dit être venu au palais présidentiel ce mercredi pour en informer le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, conformément à la coutume. Je suis à la fin de ma mission. Il est naturel que quand on arrive, on vous dit à quoi bas. Lorsque vous partez, on vous dit au revoir. Donc c'est un au revoir que je suis venu dire à Monsieur le Président. Le bilan est assez positif. Je pourrais dire très positif si tout ce que nous avons pensé faire était fait. Mais toujours est-il que quelque chose a été fait et ceux qui vont continuer à mener la mission que j'ai menée ici vont certainement parfaire ce que j'ai fait. Pour les 5 années passées en Côte d'Ivoire, Mario Félix affirme avoir vécu un agréable moment sur le sol ivoirien, ce qui pour lui traduit la qualité des relations toujours exemplaires entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Le premier forum mondial sur l'investissement touristique en Afrique s'est ouvert ce jeudi à Abidjan. Le vice-président Daniel Kablon-Duncan a ouvert les travaux de ce forum de l'Organisation mondiale du tourisme. Il est question de mobiliser les investissements en vue d'améliorer le potentiel touristique du continent. Mahama Traoré. Une végétation abondante, abritant des espèces animales aussi variées que rares, sans compter les sites balnéaires et historiques du nord comme au sud du continent. Malgré ce potentiel avéré, l'Afrique peine à tirer profit du tourisme. Le tourisme occupe un taux de croissance moyen des arrivées de l'ordre de 7% sur la période de 2000 à 2018, atteignant 1,4 milliard de touristes internationaux en 2018. L'Afrique, quant à elle, ne compte que seulement 5% des arrivées internationales, soit autour de 63 millions de touristes. Si l'offre touristique africaine veut améliorer ses 5% de recettes mondiales, il lui faudra investir, d'où ce premier forum mondial sur l'investissement touristique en Afrique organisé par l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Le forum réunit les porteurs de projets et les bailleurs de fonds. Il vise aussi à échanger sur les défis qui touchent le tourisme africain. Le développement du secteur reste freiné par de nombreux goulots d'étranglement, notamment le faible niveau des investissements dans le secteur caractérisé par la faiblesse des infrastructures touristiques, la faible visibilité de nos destinations sur les marchés émetteurs de tourisme, l'insécurité grandissante qui anéantit les efforts de promotion consentis par nos États et les opérateurs du secteur, la desserte aérienne internationale et continentale insuffisante et excessivement chère, la faible qualité des produits et services touristiques très souvent liée à une absence de formation aux métiers dans le secteur. Cette année, le secteur touristique mondial prévoit un taux de croissance de 3 à 4%. Cette tendance devrait se maintenir dans les années à venir. L'Afrique a donc sa place à prendre, selon le vice-président de la République. En ce qui concerne l'emploi, environ 8 millions de nouveaux emplois pourraient être créés dans ce secteur au cours des 10 prochaines années sur le continent. Ce secteur d'activité détient incontestablement un immense potentiel pour ouvrir des perspectives de développement à long terme en Afrique, à condition d'assurer bien sûr et maintenir une bonne gouvernance, à condition également de créer l'environnement de sécurité et de paix nécessaire, car nous savons tous, la paix est un préalable à tout développement durable. En matière d'investissement, la Côte d'Ivoire mise sur sa nouvelle stratégie de promotion touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Chiffré à 3 200 milliards de francs CFA, ce projet enregistre déjà plus de 7 000 milliards de francs CFA d'intention d'investissement de la part des partenaires financiers.
Il n'existe aucune alternative à la nécessité de se mettre à l'œuvre pour consolider la paix et la cohésion sociale. Ce sont les mots prononcés par Amadou Gon Coulibaly lors de la conférence de presse qu'il a donnée ce matin. Et dans le chapitre politique de ce 20h, nous vous proposons de décrypter cette conférence du Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Il est revenu sur les aspects essentiels de l'actualité politique et c'est ce volet que nous propose Gabriel Zani. Plus d'efforts au niveau sanitaire et sécuritaire, le tout doublé d'une gestion rigoureuse des finances publiques et d'une accélération des projets sociaux, c'est la priorité du Premier ministre de son gouvernement. Mais ce serait rien oublier le climat politique. Amadou Gon Coulibaly appelle donc à la responsabilité de tous les acteurs politiques. Il n'existe aucune alternative à la nécessité de tout mettre en œuvre pour consolider la paix et la cohésion sociale. Les enjeux politiques ne seront en aucun cas un obstacle à la construction de notre pays. Je voudrais en appeler à nouveau au sens de la responsabilité de chacun pour la tenue d'élections libres, transparentes et apaisées. Pour le Premier ministre, le dialogue politique a des points d'accord non négligeables. J'ai procédé le lundi 17 février dernier à la clôture des discussions qui ont permis de dégager des points de convergence sur le parrainage citoyen, le relèvement de la caution pour les élections présidentielles, l'abaissement du taux de suffrage exprimé pour le remboursement de la caution et la prise de dispositions mettant fin à la transhumance des électeurs. Bien entendu, nous avons également enregistré des points de divergence et des recommandations communes pour une bonne organisation du scrutin. Ces points peuvent faire avancer les débats. Les défis politiques actuels ne doivent pas prévaloir sur la tenue de la présidentielle d'octobre, encore moins les questions de justice. En cela, le procès en appel de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à l'Aïe, le mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro, ne requiert nullement l'avis de l'État ivoirien, selon le Premier ministre. La Côte d'Ivoire, qui est le pays où s'est commis tous ces crimes, ne peut pas être absent au procès. C'est une question de justice. Notre position constante au niveau gouvernemental a été de dire nous n'interférons pas dans les affaires de justice et à chaque fois qu'il y a eu une décision au niveau de la CPI, si vous lisez tous les communiqués du gouvernement, le gouvernement n'a fait que prendre acte de la décision que la CPI a prise. À la question de savoir si Amadou Gon Coulibaly est candidat à la présidentielle, il répond. Le président de la République a indiqué que le comité politique du RHDP se réunira bientôt sous sa présidence pour définir les modalités, le calendrier de désignation du candidat du RHDP à l'élection présidentielle. En tant que Premier ministre, je peux vous dire que j'ai beaucoup de boulot. Et vous me voyez aller dans le Bois-Clair récemment, j'étais dans le Guémont, dans le Cavali, dans le Gore, pour aller toucher du doigt les réalités dans le Tonkwi, pour amener de l'eau, de l'électricité, conformément aux orientations du président. Donc moi, je fais mon travail. Une conférence de presse aux allures de bilan pour rappeler à l'équipe gouvernementale de fournir plus d'efforts. De la politique, le chef du gouvernement a fait un gros plan sur les questions de croissance économique, la dette intérieure, la problématique des PME locales et l'environnement des affaires ont été largement abordés par Amadou Gon Coulibaly. Chaque connaît. Croissance économique, dette intérieure, marché financier, secteur agricole, environnement des affaires et soutien aux petites et moyennes entreprises. Voilà les 6 sous-thèmes clés qui ont constitué l'essentiel des questions d'ordre économique abordées par le chef du gouvernement. Depuis 2012, le taux de croissance est régulièrement maintenu à plus de 8%, même si l'année dernière, nous avons eu un taux de croissance de 7,5%. Il est actuellement l'un des plus élevés au monde. Véritable témoin de la vitalité de notre économie. C'est un Amadou Gon Coulibaly alerte, concis et précis, qui s'est prêté aux questions des journalistes. Sur la question de la dette intérieure, le Premier ministre est voulu clair.
À ce jour, l'encours de la dette intérieure est estimé à 272 milliards de francs CFA, avec une maturité de 30 jours sur un stock de 85 milliards de francs CFA, 60 jours pour un stock de 143 milliards de francs CFA et 90 jours pour un stock de 43 milliards de francs CFA. Le Premier ministre a saisi l'occasion pour interpeller tous les acteurs dans la commande publique au respect de la rigueur budgétaire. Je vais lancer un appel aux opérateurs privés, mais en même temps à mes collègues membres du gouvernement. S'il n'y a pas une ligne budgétaire et que quelques démembrements de l'État veuillent contracter avec vous, je parle aux opérateurs privés, dites non, parce que pour chaque marché, pour chaque dépense, il faut que vous exigiez qu'il y ait une ligne budgétaire que l'on vous montre, le marché doit le comporter. C'est la ligne budgétaire qui permettra de pouvoir demain, par un engagement, arriver à un paiement. Pour ce qui est des levées de fonds sur les marchés financiers régionaux et internationaux, Amadou Gon Coulibaly a partagé la vision du gouvernement pour l'exercice 2020. C'est 1002 milliards de francs CFA que nous devons lever sur le marché sous-régional et sur ce que nous devons lever au plan international, je crois que la part eurobond est de 230 milliards de francs CFA. S'agissant de l'éclosion des champions nationaux dans le tissu économique local, Amadou Gon a fait l'annonce de bonnes nouvelles pour le secteur privé. Mais nous avons travaillé avec le patronat et sur une liste d'entreprises dans différents secteurs que le patronat considère méritant d'être soutenus. Le délai que nous nous sommes fixés, puisque c'est votre question, c'est qu'au cours du premier semestre de l'année 2020, nous nous accordions avec le patronat, que nous accordions exactement sur ce que l'État de Côte d'Ivoire doit faire pour les accompagner. À ce projet, le Premier ministre a rappelé que tout est mis en œuvre pour soutenir les PME locales. Un engagement matérialisé par un relèvement de la participation des PME locales dans la commande publique, passé de 20 à 40%. D'autres sujets d'ordre économique ont été abordés, notamment les dispositions prises pour éviter la fuite de l'anacarde ivoirien dans les pays voisins, mais également les réformes structurelles pour une amélioration significative du climat des affaires. Dans l'ensemble, l'économie ivoirienne se porte bien, a rassuré Amadou Gon Coulibaly. On s'intéresse maintenant au volet social qui a occupé une place importante dans le bilan fait en ce jour par le Premier ministre. L'éducation, la santé, l'électrification, l'adduction en eau potable, tous les efforts déployés pour améliorer le quotidien des populations ivoiriennes ont été soulignés par le chef du gouvernement, Serge Koléa. Le social, toujours au cœur de l'action gouvernementale. Cette directive du président de la République continue de rythmer les initiatives et programmes d'activité mis en œuvre par le Premier ministre et son gouvernement. Le gouvernement devra poursuivre ses efforts dans tous les domaines de l'action sociale. La CMU connaîtra son régime de croisière par la parfaite coordination et mise en œuvre de toutes ses composantes. Nous devons non seulement améliorer l'offre de services publics en matière d'éducation, d'électrification, d'assainissement, de transport, mais également mettre en œuvre des politiques plus efficaces pour la promotion d'emplois décents pour les jeunes et l'autonomisation des femmes. Dans le cadre du programme social du gouvernement et conformément aux nouvelles orientations du président de la République, le gouvernement poursuivra ses efforts en agissant sur les prix des produits de première nécessité afin d'améliorer le quotidien des Ivoiriens. En apportant le soutien de l'État à plus de familles vulnérables à travers les filets sociaux productifs. Pour toucher davantage du doigt les réalités de ses concitoyens et concitoyennes, Amadou Gon Coulibaly a parcouru la Côte d'Ivoire, du Tongui au Cavali, en passant par le Guémon, du Go aux confins des régions de l'Indéné-Djuablin, du Gontougo ou plus récemment dans le Boclé, il a déployé la politique d'adduction en eau potable pour le bonheur de milliers d'habitants. La politique d'électrification, quant à elle, se porte au mieux. Lorsque le président de la République est arrivé en fonction, le taux d'électrification dans le pays était autour de 33%, taux de couverture. Nous sommes à fin 2019
à 69% de taux de couverture et nous serons à la fin de l'année donc 2020 à 80% de taux de couverture. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et l'engagement qui a été pris donc d'électrifier tous les villages de plus de 500 habitants donc, sera tenu à la fin donc, de l'année 2020. Et il nous restera environ 1700 villages à électrifier pour avoir l'électrification totale donc, du pays. Ces 1700 autres villages qui sont des villages en dessous donc, de 500 habitants donc, seront électrifiés sur la période 2021-2025. Donc on est là dans une dynamique extraordinaire. Le Premier ministre s'engage à poursuivre dans cette dynamique de développement avec 44 milliards de francs CFA à investir pour un meilleur accès à l'eau dans le district d'Abidjan. Amadou Gon Coulibaly, à travers toutes ces actions de développement, entend entretenir l'espoir d'une Côte d'Ivoire qui va de succès en succès. Cette rencontre du Premier ministre avec les journalistes n'est pas la première du genre. C'est devenu un pan important de la communication à la population des actions menées par le gouvernement. 64 médias ont répondu présents et se tenaient face au Premier ministre pour passer au peigne fin l'actualité du pays et cela dans tous les domaines. Adama Kone. L'exercice est devenu une tradition. Donner aux journalistes des informations de première main sur l'action du gouvernement et livrer les projections sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ce jeudi 20 février, c'est à 11h que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait son entrée à l'auditorium de la primature. Il a rendez-vous avec 96 journalistes venant de 64 médias nationaux et internationaux. Mais dans la salle également, des ministres, des responsables de sociétés, des représentants d'institutions internationales et des ambassadeurs, entre autres. En 14 minutes, Amadou Gon Coulibaly dresse le tableau de l'action gouvernementale. Il insiste sur 4 défis. La paix et la sécurité, la poursuite des projets en cours, la poursuite de la gestion rigoureuse des finances publiques et l'amélioration du climat des affaires. Petit intermède vidéo après son intervention, liminaire, puis place à la série de questions-réponses. Au total, 12 journalistes évoquent tour à tour leurs préoccupations. L'échange dure 1h30. Le Premier ministre reste fidèle à l'esprit d'ouverture et apporte sans faux fuyant les réponses aux questions. Au bout de 2 heures de conférence, Amadou Gon Coulibaly, le cœur léger, partage un sentiment fort. Ce que je sens, c'est que partout où je suis passé, je suis allé dans le Tonkouy. Mabri peut le témoigner. Nous avons tourné dans des villages et partout. Je suis allé dans le Guémon. Je suis allé dans le Cavali. Je suis allé dans le Gor, à Oumé, à Gagnoa. J'ai rencontré les chefs traditionnels. Je viens du Boclé. Partout où je suis allé, dans toutes les discussions que j'ai eues, avec les chefs traditionnels, avec les jeunes, les femmes, j'ai senti réellement que le pays est réellement donc réconcilié, que les populations vivent ensemble. C'est une réalité du vécu quotidien dans le pays. C'est au niveau des hommes politiques que nous devons tout faire pour gérer donc le langage, pour ne pas avoir des messages donc de haine, des messages qui opposent des populations donc aux autres. Aller sur le terrain aussi pour écouter, voir, sortir de tout ce que les journaux écrivent, de tout ce qui est sur les réseaux sociaux, et puis vivre avec la population, le réel, ce que les gens vivent, c'est quelque chose d'absolument instructif. Et moi, je souhaite que beaucoup de personnes aillent comme ça à l'intérieur pour aller voir la réalité du vécu quotidien donc, des Ivoiriens. Le Premier ministre achève ainsi sa 5e grande rencontre avec les journalistes depuis sa nomination en janvier 2017. Vous avez pu le voir en image, le Premier ministre n'était pas seul. À ses côtés, des membres du gouvernement, des députés, acteurs politiques et économiques du monde ivoirien. Ils se sont prononcés au terme de la conférence. Les réponses données aux questions étaient des réponses convaincantes. Véritablement, c'est un chef de gouvernement très averti et qui, ma foi, sait où il va.
Il va sur le terrain, il connaît les réalités du terrain, comme tout dernièrement il est allé dans le Boclet. Et donc il touche du doigt les problèmes et c'est ici qu'il apporte des solutions. Même les journalistes ont fini quand même par reconnaître qu'au niveau du programme social du gouvernement, de nombreux efforts sont faits, qu'il y a un impact sur la population, puisque dans ce sens-là, eux-mêmes n'ont pratiquement pas posé de questions. Ça, c'était un moment de satisfaction que nous avons, nous, en tant que membres du gouvernement. Les orientations du président de la République sont précises, c'est renforcer donc l'action vis-à-vis des populations, faire en sorte que le ressenti soit positif et que les gens sentent que l'action gouvernementale les touche de plus près. C'est la raison du PS-Gouv et en 2020, le PS-Gouv, le Premier ministre l'a annoncé, mettra beaucoup plus d'accent sur les actes qui ont été déterminés. Depuis 2019 à 2020, le gouvernement travaille sur le plan social, sur l'aspect social. Et il était important que les Ivoiriens sachent ce qui a été fait. Mais cela se fait dans un contexte politique et il est bon de rassurer les Ivoiriens. En ce qui concerne le programme social du gouvernement, en ce qui concerne l'accès à l'eau potable des populations, la question de la couverture maladie universelle, et nous avons été, en tant que journalistes, nous avons été largement instruits sur toutes ces questions. La question du financement des PME n'a pas été aussi écartée, la question du paiement de la dette intérieure des fournisseurs, levée de fonds de la Côte d'Ivoire sur le marché international. C'est un exercice auquel le Premier ministre nous a habitués depuis pratiquement un ou 2 ans. C'est une bonne chose de venir faire le bilan des activités du gouvernement. Nous saluons la volonté du Premier ministre de faire part des activités du gouvernement en nation aux Ivoiriens. Le Premier ministre a fait un exposé, un large tour d'horizon de ce que c'est que la gestion de la Côte d'Ivoire à divers niveaux, donc au niveau économique, social, et à d'autres niveaux aussi importants qui permettent de concevoir véritablement la gouvernance sur le territoire ivoirien. Il a pu également répondre à des questions précises qui lui ont été posées et je pense que c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de choses qu'on a eu à entendre, surtout suite au débat relatif au code électoral. Le Premier ministre a donné des assurances par rapport à ce que les points d'accord qu'ils ont eu avec l'opposition et la société civile et les points de désaccord et les recommandations qui ont été faites. Je pars très rassuré de ce que ces élections-là vont bien se tenir et que le code électoral, comme lui-même l'a indiqué, va faire l'objet, des points d'accord feront l'objet d'un projet de loi qui va aller à l'Assemblée nationale. Le message que nous pouvons lancer, c'est de dire aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire est au travail. La Côte d'Ivoire est au travail, le pays il fait bon vivre, il faut que les Ivoiriens se donnent la main pour accompagner le gouvernement pour faire en sorte que l'émergence soit une réalité. Demain vendredi, vous pourrez suivre l'intégralité de cette conférence de presse et ce sera tout juste après le journal télévisé de 20h sur RTI 1. On change de cap et on prend la direction de Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Le premier exercice budgétaire en mode budget-programme a fait l'objet d'une rencontre. En pole position, les enjeux et les défis liés à ce changement. Le ministre, auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État à travers sa direction générale en charge du budget et des finances, a fait un point de cette grande première qui vise à assainir les finances publiques en Côte d'Ivoire. Chaque 8 mars, le monde célèbre la Journée internationale des droits de la femme. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a procédé au lancement officiel des festivités pour cette année. Elles vont se dérouler le 7 mars avec pour thème la promotion de la femme, un atout pour une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est Forazegui. Vous cherchez une paix durable, nécessaire, adressez-vous à la femme. Elle saura la trouver. Le thème de la 29e édition de la Journée internationale de la femme traduit dans toute sa signification et sa portée. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a donné le sens des festivités marquant cette célébration. Ramata Libakayoko rappelle aux femmes qu'elles ont un rôle important à jouer dans la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire ou leur contribution au développement national et durable. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a choisi comme thème national la promotion de la femme, un atout pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Cette thématique, en lien avec la paix, trouve sa pertinence au regard de l'année électorale 2020. Elle se conçoit dès lors comme un appel à toutes et à tous à préserver cette paix qui est comme une seconde religion en Côte d'Ivoire,
selon les propres termes de feu le président Félix Houphouët-Boigny, le père de la Côte d'Ivoire moderne. À Niama, commune dans le district d'Abidjan, va accueillir la cérémonie officielle de la Journée internationale de la femme le 7 mars prochain, à la veille de la célébration internationale. Il y est prévu des panels en rapport avec le thème national, des formations relatives au leadership féminin, la paix, le mentorat et des expositions photos en hommage aux femmes pionnières de la promotion des droits de la femme en Côte d'Ivoire. L'actualité au Togo pour terminer, la campagne électorale pour le scrutin présidentiel prend fin ce soir. Et pour ces derniers moments de mobilisation, les 7 candidats sont sur tous les fronts. Cela après 2 semaines de meetings et de rencontres avec les électeurs sur le terrain. Adama Kéré et Sidonie Davila, nos envoyés spéciaux au Togo. Lomé, ce jeudi 20 février, fin de la campagne présidentielle. Les candidats ont choisi la capitale togolaise pour leur dernier message aux populations dans une ambiance de fête. Personnalité bien connue de la scène politique togolaise, Agbeyome Kodjo participe à cette élection pour le compte du parti MPDD, Mouvement patriotique pour le développement et la démocratie. Je voulais dire aux Togolaises et aux Togolais qu'aujourd'hui, nous allons clôturer donc, la campagne qui est ouverte depuis le 6. Je pense que c'était un exercice extrêmement passionnant. Nous étions à l'intérieur du pays à leur rencontre. L'adhésion massive qu'elles ont apportée à notre projet de société nous réconforte. Et nous sommes persuadés que le 22, les mêmes populations vont apporter de manière massive leur suffrage sur le candidat de la dynamique de Monseigneur Bojro. De son côté, Komi Wolu, du Parti socialiste pour le renouveau PSR, mise sur son programme pour gagner. Ma démarche, c'est pour que le pays marche mieux. C'est un débat d'idées. Et je dis à la population qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans notre pays. Quand je dis qu'il y a beaucoup de chômage au Togo, quand je dis qu'il y a une injustice dans l'accès à l'emploi, ce ne sont pas des injures, ce sont des réalités à corriger. Et qu'ils doivent m'aider à les corriger. Comme les autres candidats, Jean-Pierre Fabre de l'Alliance pour le changement ANC part confiant à cette élection. Je demande aux populations togolaises d'aller voter. D'aller d'abord voter parce que le droit de voter, c'est un droit fondamental pour la démocratie. Ensuite, de ne pas... ensuite, de voter pour le candidat de l'ANC, dont ils connaissent la persévérance, la probité et le sérieux. La campagne présidentielle prend fin à minuit ce jeudi. Les 7 candidats à la magistrature suprême du Togo pensent avoir tenté le tout pour que les populations leur accordent leur voix le 22 février prochain. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1. À 23h, Marine Cognon vous donne rendez-vous pour un nouveau point de l'actualité. Bonsoir.